Si mon cœur devait arrêter, ça serait à ce moment-là. Là, plus de nouvelles, on ne peut plus appeler, on ne peut plus échanger avec qui que ce soit. Pas de réseau, rien. Avec tous les mouches autour, pour moi, ça sentait la mort. 14 décembre 2025, un an, jour pour jour, après le passage du cyclone Chido sur l'île de Mayotte. À l'occasion de la commémoration des 1 an de cet événement catastrophique, découvrons le témoignage d'une mère qui a vécu l'événement à plus de 10 000 kilomètres de chez elle. Je suis Madame Hassani, mère de 4 enfants, ayant vécu déjà Chido de loin à Métropole. Aujourd'hui, ça serait vraiment de témoigner en tant que maman qui a vécu le cyclone de loin. Le cyclone Chido, on part une semaine avant. On a à peine entendu parler du cyclone, hein, mais pour nous, voilà, il n'y avait pas plus de précision. Et puis on laisse un enfant, pas un enfant, un adolescent à la maison qui lui ne peut pas du coup partir parce que il a l'école, il a été en alternance, donc il peut pas, il n'avait pas des vacances pour pouvoir partir avec nous. 4 jours avant, on arrive à Métropole, on attend à peine parler de Chido, mais sans prendre la gravité de l'événement. Donc, on vit notre vie, on appelle l'enfant ici, tout va bien, il va à l'école, il rentre. Le vendredi, c'est là où on met vraiment l'accent sur le cyclone et là, on est concentré sur les écrans à écouter les informations et par rapport à ce qu'on nous communique, ça s'annonce vraiment très, très compliqué. Par contre, on n'a toujours pas le réflexe d'appeler le garçon et de lui dire, écoute, si tu peux, essayer de trouver un ami à toi et vous essayez de barricader un peu au moins les fenêtres. Dans la soirée du vendredi, on l'appelle, ça va, écoute, t'inquiète pas, on essaye de le rassurer. Là, on passe une nuit blanche, hein, tout le monde avec la famille, on est figé sur les écrans. Et samedi, très très tôt, je le réveille, alors comment ça va, comment ça se passe? Il dit non, pour le moment ça va, il y a juste du vent, mais ça va. Mais le cœur d'une maman bat plus fort que tout. On décide de l'appeler. Il y a trop de vent. Elle nous fait une petite vidéo de quelques minutes de juste l'espace ici, là, pour nous montrer comment le vent avait emporté la petite maison qui était là, qui servait de magasin en tôle, qui est partie. Réellement, la température commence à monter, hein. Là, on est à plus de 70 degrés en température, sauf que ça se voyait pas. Et là, on raccroche, on lui dit, essaye de te cacher quelque part, va dans la chambre de Zayan. À aucun moment, on s'était imaginé que les fenêtres pouvaient tomber, que les parapluies pouvaient tomber, que tout ça pouvait tomber. Et à un moment donné, j'ai ma belle-mère qui m'appelle en pleurant, en criant, on fait comment? Il y a trop de vent, la porte s'est ouverte, on fait comment? On va la fermer. J'ai dit non, vous fermez pas la porte. Essayez de rentrer dans la chambre qui est derrière et allongez-vous. Mais on fait comment? On a trop peur, c'est trop dur. Et là, wow, là, et là, je lui dis, allongez-vous, ne bougez pas. Je dis à sa fille, prends ta fille, tu t'allonges et tu la couvres avec ton ventre. Allongez-vous. Et à un moment, boum, de l'autre côté. Là, je commence à perdre un peu patience et même le contrôle de moi-même. J'appelle mon fils et là, il me dit, maman, j'en peux plus. Il y a trop de vent, c'est trop dur. Et là, je lui dis, tu es où? Je suis dans la chambre. En essayant de continuer la discussion, là, c'était la deuxième vague du vent et tout. Boum, plus de nouvelles. Mais vraiment plus de nouvelles. Par contre, on a Maître Première en direct et là, on voit le commentateur Saïd Hachim qui commence lui-même à nous faire peur par rapport à ses propos. Parce que avec Maître Première en direct, on voit un camion qui est en train de s'enrouler et de se retourner sur lui-même. À Maître Première, les vitres, le vent, les commentateurs et tous les animateurs, Saïd Hachim les a demandé d'aller se cacher je ne sais où, mais on les attendait sans les voir. Et là, tu te dis, mais mince alors. Et là, mon fils me dit, il est seul dans la maison.
Mais seul, hein, tu t'imagines l'inimaginable. Tu te fais tout un film. Si mon cœur devait arrêter, ça serait à ce moment-là. Parce que vu la violence et tout ce qu'on voit à la télé, les tôles qui sont volées, mais on voyait Kaweni, tout ça, les villes, les grandes villes de Mamoudzou avec les tôles qui sont volées partout, partout, les témoignages en direct. Là, plus de nouvelles, on peut plus appeler, on peut plus échanger avec qui que ce soit, pas de réseau, rien. Là, on est samedi vers 9h30, 10h, plus de nouvelles, mais on voit les images à la télé. Je suis devenue glacée. Est-ce qu'une vitre ne l'a pas percé? Est-ce qu'il s'est pas coupé une main avec toutes les ouvertures? Est-ce qu'il n'est pas tombé? Est-ce que quelque chose ne l'a pas cogné? Il a pas perdu conscience et que à côté ils peuvent pas venir parce que chacun a peur. Enfin, le temps pour moi était compté. Et là, on voit que Mayotte est coupée du monde. On peut plus aller d'un point A à un point B, mais ça, on le vit de loin. En fait, on voit la réalité. C'était un petit peu mode panique. Là, j'étais sur Paris. Il faut que je me rassure un peu moi-même. Je rassure ma famille, mes enfants, de leur dire ne vous inquiétez pas, votre grand frère va bien. Et là, j'ai les appels qui fusent un peu de partout. Maman, ma mère, vous qui m'appelez pour avoir des nouvelles. J'en ai pas. Et à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir mon frère à Chambéry, histoire de me rassurer en étant avec lui. On s'est déplacé, on est parti à Chambéry, histoire de se retrouver avec Jeff. Je sculptais tous les médias, toutes les infos. J'étais devenue la spécialiste. Je faisais la chroniqueuse. J'analysais tout. Je me suis mise dans plusieurs groupes de discussion pour au moins savoir est-ce qu'à Mtsangadoua, il n'y a pas eu de mort. Et là, à un moment donné, on attend qu'il y a eu un mort à quoi? Ils n'ont pas dit Mtsangadoua, mais à quoi? Là, tu te dis, j'espère que c'est pas mon fils. J'espère que la famille a pu monter, s'il y avait un mort, on le saurait. Je suis en train de me dire ça. Mais mon mari ne parle pas, ne dit rien. Il est là, silencieux, mais très inquiet plus que nous. Et surtout là, j'arrive plus à boire, j'arrive plus à manger. Je me dose de café parce que c'est quand même une semaine. Mais au fil du temps, on a entendu juste un mort et puis après on attend c'est une femme. C'est une femme. C'est malheureux pour le mort, mais ça commence à me rassurer un peu et à un moment donné, il y a un qui dit Maman, j'ai un ami, il a mis des images de Mtsangadoua, mais s'il y avait un mort, le gars en aurait parlé. Et je lui dis, tu peux le contacter, il est sur Snap, tu peux le contacter pour aller voir à la maison. Cet ami est venu, mais n'a jamais pu redonner des nouvelles parce que le réseau fallait... mais c'était pas ça le plus important. C'était de savoir qu'il n'y a pas de plus de morts que ça. Ça commence un peu à calmer mais pas m'apaiser, hein, pas m'apaiser du tout, parce que il est du genre, même s'il est blessé, il ne dira pas qu'il est blessé. Mais s'il va pas bien, il ne dira pas qu'il ne va pas bien. Avec lui, tout va bien. Même dans la douleur, dans son malheur, tout va bien. Donc c'est plus ça qui m'inquiétait qu'autre chose. Donc, il y a un ami à moi qui m'est vraiment très, très cher. C'est Michael. À un moment, il a pu avoir le réseau sur Mamoudzou et il m'appelle. Il me dit, maman, je vais aller à Tsingoni. Est-ce que tu veux que je passe à la maison? Il a bravé tout Mamoudzou, tous les obstacles et il est venu ici. C'était un jeudi qu'il est venu. Sauf qu'il est venu, il m'a pas donné de nouvelles. Et le lendemain, il m'envoie des images. Le vendredi, il m'envoie des images me montrant la maison. Il l'a visité, il a vu ma belle-mère. Il m'a montré le jardin. Et le jardin a vraiment témoigné de la violence. Sauf que j'ai toujours pas vu mon fils. Parce que quand il est venu, il n'était pas là. Il est parti dormir pour attendre l'essence à Djoumouni.
J'avais quand même, il y a Serge qui venait régulièrement le voir, mais sans me donner de nouvelles parce que lui aussi ne pouvait pas avoir le réseau. Donc il y avait quand même quelqu'un qui venait tout le temps, mais on n'avait pas de nouvelles. Et là, à un moment donné, je commence à perdre patience parce que pas d'avion, on peut pas changer nos billets, pas de réseau, plus rien. Et là, je commence vraiment à perdre patience. Et j'ai dit à mon mari et à Jeff, on monte sur Paris. Moindre ouverture, soit moi, soit mon mari, mais il y en a un qui doit sauter dans l'occasion pour rentrer à Mayotte. On est arrivé à Paris, on a toute la famille qui essaye de nous rassurer, qui nous a bien accueillis. Sauf que j'ai pas vu mon fils. Ça va faire une semaine. Samedi en fin de journée, et là j'attends un appel. J'attends tout le monde courir. Maman, 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 il y a quoi? Là je sors, sans habit ni rien, et je prends le téléphone. Aquan? Oui, maman. Aquan? Oui, maman. Aquan? Oui, maman. C'est bien toi? Oui. Tu n'as pas de bobo? Non. Tu n'es pas blessé? Non. Coco va bien? Oui. Amina va bien? Oui. Le bébé va bien? Oui. J'ai donné le téléphone. Et là, un grand soulagement. Même si j'ai toujours cette part d'inquiétude où il me dit peut-être pas. Et on fait à peu près 3 semaines à Métropole où voilà, on se met à préparer les grosses valises. On avait en tout 12 grosses valises, tout ce qui est produit nécessaire, l'alimentation, le médical et tout ça. 12 grosses valises où il y avait que des choses non périssables parce qu'on ne sait pas quand on va arriver, comment ça va se passer. Puisqu'on nous dit il n'y a plus rien, il n'y a pas d'électricité. Il y avait un gros congélateur qui était parti. 3 semaines après, on arrive. Je vois pas mon fils jusqu'à la fin de la journée parce qu'il est à l'école. Dès que je le vois, je le, je le regarde, il n'a pas de bobo. Alhamdulillah. Mais dans la voiture, c'est là où il va témoigner avec ses frères. Pour lui, c'était naturel d'en parler. Là, on est sur Mamoudzou Kawini. Sur notre chemin, tu sens cette odeur qui n'est pas l'odeur de la poubelle. T'as plein de mouches, mais beaucoup de mouches, avec cette odeur où ça peut pas être que des poubelles. Mais notre voiture n'a pas de clim et il faut faire avec. Là, j'ai dit, on monte quand même les vitres, on laisse un minimum d'aération et il faut dépasser jusqu'à Lunguni. Mais tu as cette odeur où tu te dis, mais c'est quoi cette odeur? Pour moi, ça sentait la mort, avec tous les mouches autour, sans parler des poubelles en eux-mêmes, mais l'odeur, ça sentait la mort. Tu te dis, mais merde. Par rapport à tout ce qu'on a vu, tu te dis, mais merde. Il y a eu peut-être beaucoup de pertes de vie qu'on n'est pas au courant chez mon fils, alhamdoulilah. Par contre, son témoignage avec ses frères, c'était glaçant. Parce qu'il a essayé de sauver les meubles. Et à un moment, il explique que la fenêtre de la chambre est tombée sur son lit. Ça aurait pu le... Et il rentre dans ma chambre, il essaye de sauver ma vitre, la fenêtre. Et là, il explique à ses frères, j'ai tenu la vitre jusqu'à un moment donné. J'étais fatiguée. Le temps de lâcher la vitre, de mettre sur le coin. Il y a encore les traces dans ma chambre. Et là, il se met sur le coin de la salle de bain. Dans la salle d'eau, t'as quand même l'eau et le vent qui fait un tourbillon de boue de la salle de bain jusqu'à les chambres. Sauf que la chambre de ma fille, c'est la plus isolée. Et là, en espace d'un temps, il a pu courir et rentrer dans la chambre. Et là, il dit à ses frères, j'ai dormi, j'étais épuisée. Mais
En même temps, il dit que toute la terrasse là, c'est des portes Galva. Ça s'est ouvert. Il a essayé de fermer et là, il dit, j'aurais pu me couper le bras. Et là, tu te dis, j'essaie de garder mon calme devant en ne prêtant pas attention directement, lui montrant que j'écoute ce qu'il dit. Mais rien qu'attendre ça, ça me glaçait. En même temps, t'as encore cette odeur qui t'étouffe, qui est sur le chemin. Tu te dis, mais j'ai une chance, j'ai de la chance. J'ai pas de mort dans ma famille. J'ai mon fils. Et arrivé à la maison est bien debout. J'ai l'impression que rien n'a bougé dans la maison. Mais tout est fissuré là où il y a les portes par rapport à la violence du vent. Et là, tous les meubles vitrés, il les a tournés pour les protéger du vent pour que ça ne se casse pas. Là, je me dis, mais il n'a pas pensé à sa vie, il a pensé à sauver ce qu'il y avait dans la maison. C'est aussi cette maturité rapide pour moi envers mon fils qui, par la suite aussi, j'apprends que c'était lui le responsable de sa famille. Il amenait les autres à aller prendre de l'eau, à aller laver les habits. Il allait jusqu'à Chikoni récupérer de l'eau. Il allait à l'école. Il avait repris le travail. Il était devenu un homme responsable d'une famille dans une situation où c'était catastrophique. Et là, je me dis, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je dois faire quelque chose. Comment pourrais-je remercier Allah de m'avoir protégé mon fils et ma famille? Comment vais-je faire pour remercier Allah? Et là, j'appelle un ami américain. Il arrive, on se met sur la terrasse, je lui explique toute cette histoire et je lui dis, j'aimerais mettre des actions d'entraide. Mettons ces actions, moi, à partir d'aujourd'hui, dès demain, je vais voir la mairie, je vais voir tous ceux qui peuvent nous aider. Et c'est comme ça qu'on a mis les actions de déblayage dans la commune d'Aqua, tout en sachant que des choses étaient déjà faites. Il y a des choses qui ont été dégagées, mais il y avait toujours ce danger qui rôdait, par exemple, à la plage. Il y avait les rivières qui étaient blindées d'arbres centenaires qui étaient tombés. Il y avait tout ça. Donc, ensemble, c'était vraiment Taretika, c'était américain, c'était Amir, c'était Gabar, c'était Aminamad, c'était l'AFMAE, la Fédération environnementale de Mayotte. C'était aussi quelques villageois qui ont compris le concept. On était à peu près une dizaine. Et une des plus grosses actions, c'était vraiment la plage et le Mro Popo, une des plus grosses rivières à Aqua. À travers cette rivière, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'eau, mais là, l'eau ne pouvait plus couler, l'eau était stagnée. En fait, c'était cacophonie totale. Mais on a eu aussi la chance d'être accompagné aussi par le Grand Nord, le CNA-GNM, la CIDEVAM, qui ont mis des bennes, qui ont déployé des personnes pour venir nous accompagner sur ces actions-là. Le Moussada, c'est quelque chose en nous culturellement. Je suis fière de ce que nous avons apporté, moi et ma famille, à travers mon association, parce qu'on a su aider des personnes qui étaient vraiment plats, mais vraiment à plat, comme Dardaya Zali, qui aujourd'hui a repris son activité, comme Baba Flo, mais qui a du mal encore à reprendre son activité, mais j'espère pouvoir motiver les autres à aller vers lui et vers tous ceux qui aimeraient être accompagnés, qu'ils sachent que l'entraide et le Moussada avec Moana, Taretika, ma famille, on sera toujours là. En plus des déblayages, j'ai mis des actions à travers la jeunesse pour occuper aussi les jeunes parce que l'école n'était toujours pas ouverte. On était quasiment les derniers dans la commune à remettre les écoles en route. Donc, on a mis une des outils qui s'appelle Point Lecture, bien sûr soutenu par la Fondation de France, mais aussi le conseil départemental à travers les prix des livres et la mairie à travers toute la partie logistique et technique. Donc, à travers cet outil-là, il y a toute la partie éducation, il y a toute la partie culturelle, il y a toute la partie
lecture. Et puis là, il y a cette partie où les enfants pouvaient venir s'exprimer, échanger. Et ce qui est marrant dans cet outil, c'est quand les enfants dessinaient, hein, mais à la fin, ils faisaient plein de gribouillis en disant c'est Shido, ça c'est Shido. Donc cet aspect psychologique et écoute, nous avons essayé de le mettre à travers le point lecture, mais il n'y a pas eu de suite réelle ou il n'y a pas eu d'organisation réelle à mettre en place. En tout cas, il y a eu des cellules d'écoute, hein, mais la jeunesse n'a pas eu droit à cette cellule et je pense que c'est une des choses qui, de toute façon, c'est une obligation parce qu'aujourd'hui, on est tous malades. N'importe qui à Mayotte, que ce soit un enfant de 3 ans qui a, lui, juste des images, que ce soit une mamie qui a vécu, que ce soit la jeunesse, que ce soit les adolescents, Chido a rendu tout le monde malade. Pas seulement ceux qui sont aussi à Mayotte, mais ceux qui ont vécu cyclone aussi à l'extérieur, je pense que c'était encore catastrophique parce que tu te dis ma famille. Tu te dis même pas mon loyer, mon logement, ma famille. Moi, j'avoue que quand j'ai su que mon fils était en vie, ma famille était en vie, j'ai posé la question sur mes 100 pots de fleurs. Que sont devenus mes pots de fleurs? Parce que c'était mes amis. Surprise parce que tout est parti. Plus de 100 pots de fleurs envolés, mais à 3 pieds de piment qui sont restés intacts, que je continue à manger encore le piment de chez moi. Et tu as les aubergines qui sont restées intactes, penchées sous les tôles, sous les débris. Mais dès qu'on est venu, on a tout soulevé. Ils ont repris vie. Ça a participé à mon bien-être à moi, plus les actions Moussada, qui eux m'ont permis en tout cas de soulager ma conscience, mais ne m'a pas guéri psychologiquement parce que j'ai toujours besoin d'en parler, j'ai toujours besoin de témoigner. Mais le plus important, je m'inquiète pour mon fils parce que il refuse de parler, il refuse de voir un psy. Pour lui, ce n'est pas nécessaire. Sauf que il y a eu quelques comportements qui me disaient que voilà, mon fils n'est pas bien. À un moment donné, il passait à la maison, mais il n'osait pas dormir à la maison. Pour lui, c'était normal d'aller avec les amis, les potes et fuir là où c'est douloureux. Et la maison était douloureuse pour lui. Alhamdulillah, c'est bon. Il est tranquille à la maison, il se concentre sur ses études, mais je pense que tôt ou tard, le besoin de parler va revenir et il faudrait que lui-même puisse prendre conscience. Donc aujourd'hui, plus la vie reprend, mais la nécessité d'être écouté est encore plus importante. Effectivement, toujours dans les actions que nous avons menées, la plus grosse c'était Madiroubé, un cimetière avec toutes les personnes et les personnalités, les populations enterrées dans ce cimetière. Il y a aussi l'arbre centenaire. Chido a réussi à le faire tomber. Et là, c'est un de mes amis, Ayuba, il me dit, Moana, il y a Madiroubé. On n'a pas accès au cimetière. Et moi, ça me fait mal parce que j'ai ma fille qui est enterrée là-bas, je peux pas y aller. Et je lui dis, t'inquiète, on va s'y mettre. On va déblayer Madiroubé. Si toi, tu ressens ce besoin, c'est que la population aussi ressent ce besoin. Et quand on a mis l'action en place, avec Dardaï qui était quand même l'homme fort parce que il maîtrise les machines, à chaque découpe, tu sentais la douleur. En tout cas, moi, je ressentais la douleur à chaque fois qu'il coupait une tranche de Madiroubé. Et à un moment donné, il y a eu un petit bout qui était déjà sculpté automatiquement. Et mon mari m'a dit, celui-là, il serait beau à exposer. Et tout de suite, je transforme son idée. Je lui dis, on dépose chez Dardaï, qui lui donne traiter l'objet, le bois, le sculpter et poser sur un socle. Et grâce à ce bout de bois, Cyclone, Chido, Madiroubé, il va témoigner de la douleur, de la violence
qu'a subi la population, mais aussi l'environnement. Ce beau projet est dans mon salon et lors des Journées européennes du patrimoine, il a été témoin et en ce moment-là, on a mis en place le livret d'or où là, les gens peuvent venir s'exprimer. En plus des enfants du point lecture, il y a aussi ce livre d'or qui aujourd'hui voyage dans tout Mayotte, où les gens peuvent tout simplement venir témoigner, soit en dessin, soit en peinture, soit en écriture, témoigner de leur douleur. Et avec ce livre d'or, la possibilité de sortir un ouvrage qui peut peut-être voyager. Peut-être qu'on peut aussi faire voyager ce bout de bois de Madiroubé à travers l'Hexagone et parler de Chido. Aujourd'hui, on en parle, mais l'émotion est encore là. L'émotion est encore là. Difficilement, on reprend la vie. La preuve, on est en train de tout bétonner, alors que ce n'est peut-être pas la solution de tout bétonner. Mais psychologiquement, cet accompagnement à avoir les meilleurs gestes, les meilleurs outils de construction reste encore manquant. C'est vrai qu'il y a eu tout un travail, quelques ouvrages qui sortent à droite, à gauche, des architectes qui viennent, mais c'est pas accessible à la population. Ça reste accessible à certaines personnes, mais ce travail de faire d'entrer chez les gens, d'expliquer, de sensibiliser, ça manque. Moi, j'ai vu par exemple les brochures à la mairie sont déposées comme ça. Mais c'est peut-être pas là leur place, ces brochures. C'est faut faire entrée-sortie chez les gens, leur expliquer cette brochure, leur expliquer, oui, vous bétonnez parce que vous avez eu peur, parce que vous avez peur, mais le béton peut être plus dangereux encore que les tôles, que le bois. Donc, quelles sont les alternatives? Quelles sont les choses à mettre en place pour sensibiliser la population sur les nouvelles méthodes de construction? Sans oublier que toutes les maisons, les cases CIM en briques, en BTC, ne sont pas tombées. C'est juste la toiture qui est partie, mais les maisons en briques, on peut remarquer que tous ceux qui restent, à 80% ne sont pas tombés. Donc c'est aussi ça, ce travail de sensibilisation. Cette discussion doit aller vers la population. Peut-être prendre des journées de sensibilisation dans chaque commune, dans chaque village, que ces architectes, ces connaisseurs se déplacent et accordent ce temps de sensibilisation aux matériaux, aux techniques, au sol, l'étude du sol. Tu peux remarquer que je suis vraiment en hauteur sur des roches. Qui dit que la maison va tenir? Alors que si cette approche, ces études se faisaient directement sur des terrains sensibles comme Tsangadoua, je pense qu'on reviserait nos manières. Ce que je poserais comme question aux gens, quelle démarche après Chido avez-vous faite pour vous faire accompagner? Y a-t-il eu une approche? Est-ce que des personnes sont venues vous voir pour au moins vous écouter? Qu'en est-il de votre état d'esprit pour l'avenir? Parce que ce n'est qu'un début, on nous a annoncé plus de 14 cyclones dans l'année. Où en êtes-vous? La solution, c'est quoi? Après Chido, vous avez vécu du trauma, vous avez tout perdu. Est-ce le matériel le plus important ou est-ce votre état aujourd'hui psychologique qui est important? Pour ma part, ça serait vraiment l'état psychologique. Parce que si je ne suis pas guérie, si je ne suis pas bien, je ne peux pas avancer. Je ne peux qu'avancer en fermant les yeux.